Salut la MIF! Je commence un peu comme si j'étais sur ma chaîne YouTube, même si on est sur le podcast, parce que j'ai l'impression que ça va être un épisode assez personnel, finalement. C'est un peu l'idée de cet épisode, en fait. Comme vous avez sûrement deviné grâce au titre, je vais vous partager dans cet épisode pourquoi j'ai écrit ce livre, que peut-être vous avez vu si vous me suivez sur Insta, que j'ai sorti. Jusqu'ici, tout va mal. Pourquoi la quête du bonheur ne nous rend pas heureux. Dans cet épisode, je vais vous partager 3 enseignements que j'ai souhaité vous partager dans ce livre. Déjà parce que je trouve ça bien de savoir de quoi parle un livre avant de l'acheter. Et peut-être aussi pour que celles et ceux qui n'ont pas forcément les moyens de l'acheter puissent, je l'espère, trouver de l'aide ou du réconfort dans ces enseignements. Je pense que le meilleur moyen de commencer, ça reste de vous lire les premières lignes de ce livre. Vous avez déjà touché le fond? Si vous avez un doute, laissez-moi vous présenter à quoi il ressemble. C'est un espace clos, froid et sombre. Il ne dispose d'aucune fenêtre, d'aucune porte, et vous passez votre temps à chercher une issue, sans parvenir à la trouver. C'est lors d'un séjour, un peu trop long à mon goût, dans ce lieu, que m'est venue l'idée de ce livre. Enfin, pas exactement. Le projet que je mûrissais alors était de partager, une fois que j'en serais sortie, ce qui m'avait permis d'y arriver, et de donner les clés pour que d'autres puissent y parvenir à leur tour. J'étais convaincue que par la force de la volonté, je parviendrais à m'échapper de cette impasse et que j'atteindrais enfin le but ultime, être heureuse. Ma conception du bonheur a été totalement remise en cause parce que j'ai vécu, pas tant parce que je souffrais, mais parce que j'étais complètement impuissante face à cette souffrance. Comme vous pouvez le voir, c'est un livre très joyeux. Mais en fait, c'est vraiment aussi pour ça que j'avais envie de l'écrire, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'aujourd'hui, on n'avait pas le droit d'aller mal. Parce qu'il y avait cette idée illusoire selon laquelle ça ne tenait qu'à nous d'être heureux. J'ai construit cet essai comme une enquête. J'ai souhaité mener l'enquête non pas sur ce qui m'avait permis d'être heureuse, mais au contraire sur ce qui m'avait empêché de l'être. Et la première chose qui a vraiment été un obstacle à mon bonheur, en fait, c'est tout simplement la quête de bonheur. J'ai toujours perçu le bonheur comme étant une destination, et lorsque j'aurais atteint tous mes objectifs, je serais enfin heureuse. Un peu comme si le bonheur, c'était une médaille qu'on remettait aux plus méritants. C'est d'ailleurs un peu toute l'idée derrière My Better Self et pourquoi j'ai choisi ce nom sur les réseaux. Parce que, selon moi, devenir la meilleure version de moi-même, c'était en fait l'accès direct vers le bonheur. Comme si seule cette version de moi, cette meilleure version, pouvait me rendre heureuse. Et peut-être inconsciemment, comme si seule cette version méritait de l'être. Mais il y a 2 pièges dans cette conception des choses. Et le premier piège, c'est que la réussite vient se déguiser en bonheur. Je développe cette idée dans le 2e chapitre du livre, qui s'appelle « La réussite comme déguisement du bonheur ». Mais en fait, le risque, c'est de conditionner le bonheur à un état ou à un objectif. Par exemple, peut-être que vous vous êtes déjà dit « Oh là là, mais je serais tellement heureuse le jour où j'aurais perdu tant de kilos ou le jour où je décrocherais tel job de rêve ». Déjà, c'est le meilleur moyen de créer un écart entre vos attentes et la réalité. Rien ne vous garantit que la réalité sera à la hauteur des attentes que vous vous êtes fixées ou imaginées. Et ensuite, c'est ne pas prendre en compte le fait qu'il y a un phénomène neuroscientifique qui s'appelle l'adaptation hédonique. L'adaptation hédonique, c'est un fonctionnement qui est propre à notre cerveau, qui existe à l'origine pour nous permettre d'être assez résilients face aux événements de la vie, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et ce fonctionnement a pour conséquence de nous ramener très rapidement dans un état de bonheur similaire à celui qu'on a déjà connu. Ça a été prouvé dans de nombreuses études qui ont notamment été menées chez des personnes qui ont gagné au loto, parce que c'est un peu le fantasme dans l'esprit de nombreuses personnes, cette idée que si on gagne au loto, on va devenir tellement plus heureux, parce que on va pouvoir se permettre tellement plus de choses, ça va nous garantir une plus grande liberté financière, donc une plus grande liberté tout court. Et ce n'est pas que c'est faux, c'est que l'idée qu'on se fait de gagner au loto et la réalité est extrêmement différente. Il y a bien une augmentation très rapide du niveau de bonheur dans les jours et les semaines qui suivent le fait d'avoir gagné au loto un montant assez conséquent d'argent. Mais en fait, au bout d'1 an, on voit que le niveau de bonheur est revenu à celui que la personne avait avant de gagner au loto, et même parfois inférieur, parce qu'il y a peut-être une désillusion entre ce que ressent la personne après avoir gagné et ce qu'elle imaginait ressentir. Et c'est l'adaptation hédonique qui est à l'œuvre, parce que c'est comme ça, finalement, que aussi on est protégé
des moments vraiment durs dans nos vies, on est fait pour se ramener à cet équilibre, mais on n'a pas conscience de ça quand on s'imagine tout simplement accomplir un rêve. Le deuxième piège dont je voulais vous parler, qui est un peu le titre de cet enseignement, c'est précisément le fait d'être en quête. En effet, rien ne nous fait plus ressentir l'absence que la recherche de ce qu'il manque. Par exemple, et je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple qui me vient à l'esprit, mais peut-être parce que ça a dû m'arriver. Par exemple, peut-être que vous ne vous souciez pas du tout quand vous étiez au collège ou au lycée de ce que pensait votre prof de sport, de vos performances sportives. Mais un jour, il y a une amie qui vient vous voir et qui vous dit qu'il a grave complimenté sur, je sais pas, sa course ou son jeu. Peut-être que les fois d'après, vous allez précisément attendre de ce prof de sport qui vous remarque aussi, qui vous complimente aussi. Et c'est précisément cette recherche qui ne fera que mettre en lumière l'absence de ces compliments. Alors qu'avant, vous vous en foutiez complètement, mais précisément parce que vous n'étiez pas en recherche, donc il n'y avait pas de manque. Et je trouve que cette réalité est aussi particulièrement vraie en amour. Vous pouvez passer une année célibataire, à vivre votre vie, à kiffer, mais à partir du moment où vous vous mettez en quête d'un partenaire, eh bien c'est précisément à ce moment-là, alors que votre réalité fondamentalement n'a pas changé, que le manque d'affection, le manque de compagnie peut se faire particulièrement ressentir. Le deuxième enseignement que je voulais vous partager, qui fait lui aussi l'objet d'un chapitre entier dans le livre, c'est la comparaison et la nécessité d'arrêter de se comparer. Je pense qu'on a toutes et tous conscience du fait que la comparaison n'est pas saine, mais qu'on sous-estime l'impact que ça a réellement sur notre bonheur. Et ça vient d'une réalité presque métaphysique, notamment du fait que le bonheur est relatif et non absolu. C'est d'ailleurs pour cela qu'Emmanuel Kant écrivait que le bonheur relevait du domaine de l'imagination et non de la raison. C'est parce qu'on ne peut pas lister rationnellement ce qui nous permettrait ou non d'être heureux. Ce n'est pas une loi qui se vérifie. Et non seulement c'est extrêmement subjectif, mais en plus c'est interdépendant des personnes qui nous entourent. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette étude qui comparait les niveaux de bonheur de chaque pays et qui mettait en lumière le fait que ce ne sont pas forcément les pays les plus riches qui abritaient finalement les habitants les plus heureux. Et bien que la méthodologie de cette étude soit questionnable, le fond reste intéressant, à savoir que le niveau de bonheur est fortement lié à la perception qu'on a de celui des autres. Plus j'ai conscience de ce que je pourrais avoir mais que je n'ai pas, plus mon bonheur en sera impacté. C'est d'ailleurs pour ça que l'idée selon laquelle on est maître, maîtresse de notre bonheur est une idée certes très séduisante, mais complètement fausse. Et même sans études, je pense qu'on peut tous se rendre compte combien d'entre nous ont tout pour être heureux sur le papier, mais ne le sont pas vraiment. Alors, il y a un facteur de santé mentale qui entre en jeu, c'est évident, que je détaille en profondeur dans le livre, mais même au-delà de ça, ça soulève de vraies questions. Et je ne peux m'empêcher d'y voir une conséquence de la société où la comparaison est omniprésente, dans laquelle nous vivons. À longueur de journée, sur les réseaux sociaux, on voit la vie des autres, ou plutôt les meilleurs moments de leur vie qu'ils choisissent de nous partager. Il y a une théorie partagée par l'écrivain Tim Urban qui me parle beaucoup, c'est celle de pixel versus picture. Notre vie à nous, là, votre vie, à vous qui m'écoutez, c'est bien 1 million de pixels, c'est une image entière, mais ce qu'on voit sur les réseaux, et ce qu'on montre nous aussi, parce qu'au final on fait la même chose, c'est juste un pixel de cette photo, de cette image. C'est un zoom ultra précis d'un moment donné, et qui très souvent donne une image valorisante de la vie qu'on mène. Parce qu'au fond, c'est ça la réalité aujourd'hui. On passe plus de temps à essayer de paraître heureux qu'à se demander comment vraiment l'être. Ça m'a marqué, la semaine dernière, j'étais au concert de Théo, de Nuit Incolore, Big Up. Je suis en train de spoil qui va venir bientôt sur InPower, je suis vraiment la pire pour les spoils, désolée à mon équipe. Mais donc, je suis allée le voir en soutien, et puis parce que je l'apprécie. Et en fait, je n'ai pu m'empêcher de me demander... Mais c'est fou le nombre de personnes qui passent finalement le concert derrière leur téléphone plutôt qu'à le vivre réellement. Et je dis ça sans jugement de valeur aucun, parce que je comprends aussi la volonté de se créer des souvenirs. Mais c'est vraiment devenu, je pense, un réflexe. On se pose même plus la question de est-ce que je préfère profiter du moment en lui-même, même si il sera éphémère, ou est-ce que je préfère le filmer quitte à ne pas profiter, mais au moins ça me fera un des souvenirs, et deux, on va pas se mentir, ça me permettra de montrer aux autres que j'étais à un événement stylé et que j'ai kiffé. Et là où pour moi c'est un cercle vicieux, c'est que c'est par exemple parce que, je sais pas, la fille devant moi au concert avait vu une fille qui a suivi sur les réseaux poster un extrait d'un concert où elle était, où elle avait l'air de s'ambiancer à mort, où elle s'est dit putain, la fille a une vie trop stylée, et du coup elle s'est dit qu'elle devait faire la même chose finalement pour renvoyer aussi cette image. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que
elle-même va poster ça et quelqu'un qui la suit le verra et se dira la même chose. Et encore, par exemple, par rapport à un concert, c'est pas grave. Et puis, je pense qu'on passe un bon moment dans tous les cas. Mais ça mène ensuite, je pense, parfois à des décisions qui sont plus gouvernées par l'idée de paraître heureux ou de paraître stylé que de réellement l'être et de réellement le ressentir. Et la comparaison vous fait retomber dans le premier piège dont je vous parlais, celui de croire que c'est en devenant comme quelqu'un ou en ayant quelque chose après avoir atteint tel objectif que là, on sera heureux. Comme si le bonheur était bel et bien un état que l'on pouvait atteindre à un instant T et qui serait durable. Et on se sent comme des merdes, finalement, de ne pas le ressentir, parce qu'on a l'impression que c'est accessible, on a l'impression que les autres le ressentent. Et surtout, le développement personnel nous fait miroiter l'idée que ça ne dépend que de nous de réussir à l'être. Ce qui en vient au dernier enseignement que j'avais envie de vous partager, qui, je pense, a été d'ailleurs le plus difficile à accepter pour moi. Je ne sais même pas si on peut parler d'acceptation, mais en tout cas, j'ai vraiment pris conscience du fait que la volonté n'était pas toute puissante. Et là encore, c'est lié au nom que j'ai choisi sur les réseaux, à My Better Self, et c'est pour ça que j'ai changé très récemment. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je suis maintenant que moi-même, et non plus la meilleure version de moi-même. Je suis Louise Aubéry sur les réseaux sociaux. Mais finalement, l'idée, la croyance que j'avais, selon laquelle la volonté pouvait tout, elle était logique si je souhaitais devenir la meilleure version de moi-même. Parce que, en fait, si ça ne dépendait pas de moi, je ne chercherais pas à l'être. Donc ça a été un désaveu vraiment de cette croyance que j'ai vécue lors de mon épisode d'ébullition mentale. Parce que c'est vrai que là, je parle comme si vous saviez ce que j'avais eu. Merci à celles et ceux qui sont encore là dans l'épisode, alors que vous savez vraiment pas du tout de quoi je parle. Ça, c'est le biais quand tu es sur les réseaux et qu'en fait, tu as déjà... J'avais fait un podcast l'année dernière avec Victor où je racontais ce qui m'était arrivé. J'ai 2-3 articles qui sont sortis récemment dans des médias aussi qui en parlent. J'en ai parlé sur Insta. Mais donc en gros, j'ai vécu un truc inconnu. Ce serait beaucoup plus facile pour moi de dire que je sais pas, c'était quelque chose d'identifiable. Mais non, ça a été un diagnostic long et pénible. L'ébullition mentale, qui est donc une pathologie à mi-chemin entre un trouble de l'anxiété et un trouble de l'humeur, et qui m'a valu, je raconte dans le livre, d'être passée par un fond très, très, très sombre dont je ne pensais pas pouvoir me relever, qui m'a poussée à essayer de nombreuses méthodes, je pense plus d'une centaine, c'est sûr, sans succès. Donc, avaler aussi l'échec et la culpabilité de ne pas réussir, ça a été très dur. Bref, et du coup, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Retour à nos moutons. Non mais voilà, du coup, c'est pour ça que j'ai changé My Better Self, c'est que cette période m'a permis... là, je tiens à dire, elle ne m'a rien permis du tout, si ce n'est de souffrir, parce que j'exècre l'adage « ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ». Je suis ravie si ça a été le cas pour vous. Moi, ça m'a juste fragilisé grandement, et je pense qu'il ne faut pas glamouriser la souffrance. Mais en tout cas, j'étais encore à l'époque convaincue que j'allais pouvoir m'en sortir toute seule, que la volonté, finalement, pouvait tout, et cette croyance ne venait pas de nulle part. Ça a été vraiment alimenté par tout ce que j'ai pu consommer comme contenu par rapport au développement personnel. Et c'est beau, t'as envie d'y croire. Et c'est marrant, récemment, je me disais qu'il y avait un parallèle à dresser avec le populisme. C'est-à-dire qu'en fait, on te dit vraiment ce que tu veux entendre, de belles promesses, mais sans jamais vraiment t'expliquer comment c'est possible d'y arriver. Et dans une certaine mesure, c'est vrai. Moi, je ne suis pas là pour déjà prétendre avoir une vérité. Je suis juste là pour partager mon expérience et les recherches que j'ai menées sur le sujet. Mais je dis pas que tout est à jeter à la poubelle. Comme dit très bien mon psy, le développement personnel, ça marche pour les 80% de la population qui vont bien et qui ont besoin de béquilles ou de petites aides à un moment donné. Mais pour les 20% qui ont des troubles plus lourds, des troubles psychologiques ou psychiatriques, le développement personnel ne peut pas grand-chose. Le problème étant qu'il prétend pouvoir le faire. Je vous jure que le nombre de livres que j'ai lus du coup en 2022, à cette période, je me souviens d'un livre, en plus je l'avais partagé en story, franchement désolée si jamais vous l'aviez acheté après ma recommandation, mais c'était You Can Heal Your Life de Louise Hay. En fait, t'as tellement envie d'y croire, c'est-à-dire qu'elle te partage que tout est une question de croyances intérieures, qu'à partir du moment où tu les dépasses, tu débloques un champ des possibles, mais immense. Elle te raconte comment ça a marché pour elle, elle te raconte comment elle a aidé des gens, même Joe Dispenza, je sais pas si vous voyez qui c'est, cet auteur
bon, c'est docteur Joe Dispenza, je crois qu'il est chiropracteur dans l'absolu, mais qui a pu finalement, lui, reconstruire sa colonne vertébrale grâce au pouvoir de la méditation. Bon, je dis pas que c'est faux. Franchement, s'ils en parlent, j'imagine que c'est vrai. Mais ce que je trouve extrêmement dangereux, c'est d'ériger un cas particulier en vérité générale. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, la remise en question qui vient avec le fait de se sentir impuissant. Je pense qu'il y a vraiment rien de pire d'avoir le sentiment que tu pourrais y arriver, que tu pourrais y aller mieux, qu'on te renvoie, on te démontre presque que tu devrais réussir à aller mieux et que malgré tous tes efforts, tu n'y arrives pas. Et c'est un peu, au fond, le message essentiel que je veux vous faire passer dans cette vidéo/podcast. Ce n'est pas votre faute. On est dans une ère qui nous surresponsabilise de notre vie, de notre carrière, de notre destin. Et ce qui, à la base, se voulait libérateur est devenu extrêmement culpabilisant. Ce n'est pas parce que vous voulez que vous pourrez. Ce n'est pas parce que vous pouvez que vous devez. Ce n'est pas parce qu'on a plus de liberté et de possibilités qu'avant, et encore quand on a un certain nombre de privilèges, que cela signifie que ça ne tient qu'à vous d'être heureux. Il n'y a pas de mode d'emploi. Vous ne pouvez pas échouer. Vous pouvez juste essayer. Et finalement, ce que je retiens, moi, de cette expérience, c'est que le but de la vie, ce n'est pas tant d'être heureux que d'apprendre. Parce qu'être heureux, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Malgré tout ce qu'on nous vend et malgré toutes les promesses de méditation et d'affirmation positive, si ça vous aide, tant mieux, vraiment, un grand bien vous fasse. Je pense que c'est aujourd'hui très réducteur et très dangereux même de prétendre qu'on va pouvoir se remettre d'événements lourds de la vie, d'épreuves, d'obstacles, parce qu'il y en aura, à coup d'affirmations positives. Et en fait, les recherches que j'ai faites pour le livre, m'ont fait réaliser, m'ont appris que l'idée de bonheur telle qu'on la conçoit aujourd'hui est en fait extrêmement récente. J'en retrace l'historique est dans le premier chapitre du livre, parce que j'aime bien commencer avec un peu de théorie, je trouve que c'est la base pour comprendre la suite. Ça me paraît important de comprendre d'où l'on vient pour comprendre où l'on est aujourd'hui et surtout où l'on va. En fait, l'idée de bonheur sur Terre, l'idée que l'on peut l'atteindre, est extrêmement liée au capitalisme. Et je dis ça sans velléité politique aucune, hein. C'est purement objectif. C'est le bonheur tel qu'on le conçoit au XXIe siècle est né et est une conséquence directe de l'avènement du capitalisme. Et au fond, on nous vend ce que l'on ne pourra jamais atteindre, car c'est comme ça que le capitalisme prospère. Donc là, vous pouvez vous dire, Louise, génial ton épisode, finalement tu nous dis juste qu'on ne pourra pas être heureux. Je sais que ça paraît déprimant, mais ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, c'est que c'est au contraire libérateur. Moi, ça m'a libérée d'un grand poids. Je suis beaucoup plus légère, j'ai beaucoup moins de charge mentale, je me prends beaucoup moins la tête. Et notamment parce que, je vais pas tout vous partager ce que j'ai écrit, mais parce que notamment, j'ai un autre objectif maintenant dans ma vie, on va dire, et qui est beaucoup plus atteignable et surtout qui dépend beaucoup plus de moi. Et donc en fait, c'est ça qui, je pense, me frustrait énormément dans la conception du bonheur. C'est l'idée partagée par le développement personnel selon laquelle nous sommes responsables de notre bonheur, ce qui se veut libérateur, mais qui au final est un poids en plus qu'on s'est ajouté sur nos épaules et qui nous rend bien souvent plus malheureux qu'heureux. Et je vais conclure en vous laissant méditer sur ce sujet. La question à se poser, ce n'est pas qu'est-ce qu'il me faut pour être heureux, mais pourquoi est-ce que je suis prêt à souffrir ? Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout, ça me touche beaucoup. Je fais tellement peu d'épisodes solo parce que je préfère écouter les autres. Mais ça me paraissait important de vous donner un peu de contexte. Pourquoi j'ai écrit ce livre, pourquoi il me tient particulièrement à cœur, pourquoi j'ai le cœur serré même rien que d'en parler et de me dire que vraiment ça m'aurait tellement aidé de l'avoir avant. Et puis juste de vous dire de prendre soin de vous, quoi. Vraiment, prenez soin de vous, s'il vous plaît. Et voilà, cœur sur vous. Je vous embrasse.